poursuit 2 heures de news, mesdames et messieurs. Les titres qui vont être développés tout à l'heure à 19 h avant de prendre notre deuxième invité qui est déjà sur ce plateau. Mais d'abord ce titre. Attaque à main armée ce mardi à l'ISP Gombe. Le bilan fait état d'un blessé par balle. Les étudiants en colère sont allés déposer un mémorandum au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Et puis la dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale dit non à Human Rights Watch avec son dernier rapport accusant la police d'exécution sommaire lors de l'opération Likofi. La dynamique a organisé une marche de colère à laquelle a pris part le Congrès national congolais. Enfin, 3 décennies après sa construction, la cité Mama Mobutu se dégrade. Le délabrement de sa voirie illustre le décor déplorable qu'affiche cette partie de la commune de Mongafula. C'est le point sur l'environnement. Voilà, nous poursuivons sur ce plateau avec notre deuxième sujet. François Hollande, un donneur de leçons au président africain, un président paternaliste ou impérialiste, tout cela lors du 15e sommet de la francophonie. Et pour en parler, nous avons M. Benoît Yulama sur ce plateau. Il est cadre de la majorité présidentielle. Bonsoir M. Benoît. Bonsoir M. Jacques. Voilà, je le dis tantôt, vous avez suivi le président Hollande qui a demandé aux présidents africains de ne pas revoir l'ordre institutionnel, donc de bouger leur constitution pour se représenter, ceux qui sont en fin mandat. Et comment vous avez accueilli ce message du président français? Je vous remercie d'abord de m'avoir associé à cet échange. Et la première chose que je peux donner par rapport à l'attitude que le président français a présentée à l'opinion publique africaine, c'est de constater qu'il y a encore la pensée néocoloniale. Et M. Hollande n'est pas le professeur des étudiants, ni le professeur des élèves, où il constaterait une catégorie de personnes avec laquelle il peut s'adresser comme il voudrait. Et entre États, il n'y a que des intérêts. Moi, je ne pense pas que le Congo a beaucoup à gagner de la francophonie ou l'Afrique a beaucoup à gagner de la francophonie. Au contraire, c'est la France qui bénéficie des avantages de la francophonie, puisque tout ce que nous avons comme ressources, entreprises, langues et tout ce que nous faisons, je crois que la France en bénéficie certainement beaucoup. Et à chaque occasion qu'il y a une crise en Occident, et principalement le pays que vous connaissez, c'est ce qu'on appelait à l'époque la Troïka, les États-Unis, la France et la Belgique, quand il y a des conflits dans ces pays-là, ainsi que les autres pays que vous connaissez, la solution, le répondant à ces conflits, c'est l'Afrique, sur le tiers-monde. Il faut vite être donneur de leçons. Mais quand on se rappelle un peu du comportement de M. Hollande face au vote qu'il a imposé à l'Assemblée nationale pour l'homosexualité, je crois que M. François Hollande ne pouvait plus se permettre de se comporter en maître en Afrique, puisque chez lui, il a défié la population, il a défié les églises, mais en Afrique, c'est celui qui parle à la place de la population. Purement français. Nous sommes ici au niveau de la diplomatie, M. Benoît Yulama. Il n'y a pas de diplomatie sans la vérification des faits sur le terrain. On peut parler tout ce qu'on peut parler, mais la seule évidence, la seule vérité, c'est que François Hollande a dépassé la limite d'irraisonnable. C'est vrai qu'il a des problèmes économiques dans son pays, c'est vrai qu'il n'a plus de routes à construire, ni des écoles à construire, mais le taux de chômage est tout à fait excessif en France. Mais nous, ce que nous souhaitons, puisque c'est la démocratie, il n'y a pas un modèle fixe de démocratie. Depuis qu'elle est partie de l'Égypte, Grèce, et aujourd'hui c'est les États-Unis, les Indes, ainsi que d'autres pays. La démocratie varie en fonction de réalité. Ce sont des valeurs. Et le changement de constitution n'est pas éminemment lié à les constitutions qui étaient qu'on a obtenues dans les pays africains après référendum, s'il fait seulement un rappel, dit attention monsieur, ne touchez pas à votre propre texte, en quoi vous lui donnez tort? Il ne peut pas faire le rappel puisque d'abord il n'est pas africain. C'est un citoyen français, un président français. Un point trait. Deuxième chose, ce n'est pas de la compétence d'un chef d'État qui se dit un pays de la francophonie, un pays ami des Africains qui va dire, écoutez, je sors de mon cadre légal, des Français, d'un collaborateur dans la francophonie et je commence à faire des injonctions aux Africains. Mais la meilleure des choses qu'il pouvait même conseiller aux présidents africains, et peut-être même pour le Congo, c'est de soumettre le projet au référendum. Puisque c'est la population qui avait adopté, qu'on demande à la même population si elle accepte de pouvoir changer de constitution. Cela, je crois
que l'un des éléments de la démocratie. Mais la constitution elle-même n'est pas la démocratie, puisque le cas de la Grande-Bretagne, qui n'a pas de constitution, qui n'a qu'une tradition, qui a des valeurs qu'on respectait. Et nous, en Afrique, je crois que le modèle européen n'est pas adapté aux réalités congolaises. Quand on nous donne 26 provinces, sans route, sans école, certainement, il y a eu quelque chose qui a été fait par le pouvoir public. Mais c'est le dialogue intercongolais qui a été convoqué par les mêmes intercongolais et non le dialogue inter-français ou congolo-français. Intercongolais, mais qui a été en tout cas organisé avec le concours de ceux-là même que nous appelons la communauté internationale. Ce sont eux qui nous ont imposé certains citoyens qui sont à nationalité douteuse. Ce sont eux qui nous ont imposé le mécanisme. Ce sont eux qui ont participé à la gestion des affaires de l'État pendant un moment avec la Troïka qui était presque un super gouvernement à l'intérieur de l'État congolais. C'est que membres du Conseil de sécurité qui donnaient des injections. Vous avez entendu même à l'époque de M. Swing et certains Congolais en train de décrier. Et M. Lema, oui, dites-nous pourquoi ce message de François Hollande fâche-t-il? Pourquoi? Mais je crois que d'abord le message est malvenu. Et il l'a donné à un mauvais moment. Ça vous rend très mal à l'aise. Ça ne peut pas nous rendre très mal à l'aise puisque nous sommes chez nous. C'est nous qui décidons de la destinée du Congo. Ce n'est pas à M. François Hollande, président français, il a peut-être dit en tant que pays ami, un conseil d'amis, ça ne se refuse pas. Mais un conseil d'amis, ce n'est pas un conseil qu'on doit aller sur la place publique pour commencer à être un donneur de leçons. Il a commencé 4 jours, 5 jours avant la TD de la francophonie. Il avait déjà commencé sa gymnastique avec le média français qui ont fait énormément de la publicité de son intervention. Mais quand vous lisez ce qu'il a déclaré comme chose, on se dit, mais écoutez, la crise française est en train de trouver répondant en Afrique, puisqu'il sait qu'il y a des problèmes chez lui, il sait qu'il n'est plus en mesure de pouvoir convaincre le Français. Pour les convaincre, il faut passer par les histoires de dictature, démocratie, et quand on lui pose la question, pour qu'il compare la situation qu'il y a dans certains pays où il y a une limitation du mandat présidentiel, notamment le cas du Tchad et le cas du Cameroun et qu'on sort, il dit non, on cherche que ça soit plus, les élections se tiennent dans un climat plus apaisé et qui ait beaucoup de crédibilité. Alors que chez nous, la compétition électorale a été extrêmement difficile et le pays en conflit, comme le Congo, on ne peut pas tout de suite changer de régime. Il faudrait stabiliser le pays parmi les facteurs, les motivations qui me poussent moi à pousser les Congolais à répondre à une question qui pourrait être soumise au référendum, c'est de voir que le pays est menacé et c'est la même communauté internationale. Vous avez entendu la petite bagarre entre la France et le Rwanda qui nous a imposé les réfugiés rwandais et qui a déclenché aujourd'hui plus de 5 millions de morts. Il n'a pas pitié. Oui, on va revenir au message de François Hollande. Et par rapport à ce message-là, y voit-on une démarche impérialiste? Mais je crois qu'elle est là, madame. Elle est nette et il n'y a même pas expliqué sur ce plan-là, puisque François Hollande risque de se substituer, au lieu de laisser la France, il risque de devenir le président des Africains. Mais malheureusement, l'Afrique n'a pas un président, l'Afrique a des présidents. Et je crois que là, il est en train de pécher. Et malheureusement, nos médias, et peut-être la RTG a pris quand même l'élan de pouvoir dénoncer cela, mais d'autres médias vont commencer à louer un président qui a parlé, qui a démontré de quoi il est capable. Mais je crois que honnêtement, et d'ailleurs là, je demanderai aussi à nos ministres qui vont dans les ambassades, quand il y a une fête, d'aller prendre du champagne à l'ambassade. Je crois que c'est cela qui nous coûte aujourd'hui. Parfois, le manque de crédibilité, de personnalité, nous devons arriver quand même à dire non, comme Mouzé l'a fait, comme l'a fait Patrice Emery Lumumba, comme l'a fait Simon Kimbangu. Je crois que le Congo appartient aux Congolais, la France aux Français, mais nous, ça ne nous fâche pas. Je crois que nous avons entendu et nous réagissons en fonction de ce qui a été donné sur la place publique. Voilà, nous progressons, M. Benoît Yulama. Vous avez appris, vous avez suivi ici qu'il y a un regroupement des jeunes qui a organisé une marche de colère contre l'ONG Human Rights Watch par rapport à son dernier rapport sur l'opération Likofi. Comment vous interprétez, vous, cette marche-là? Je crois que c'est une marche qui est tout à fait normale en démocratie. Nous sommes un État démocratique, on n'est pas au Tchad, on n'est pas au Cameroun, au Rwanda, bien en Ouganda, on n'est pas de démocratie. Ça n'engage que vous-même, M. Benoît, quand vous citez ces pays-là, comme des exemples, je ne sais pas moi de quoi, ça n'engage que vous. J'assume mes propos, voilà. Et je serai prêt à répondre à quiconque pourrait réagir. Et de deux, c'est que
Je crois qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans ce rapport que vous avez entendu le compatriote congolais en train de marcher. Et moi, en tant que nationaliste, je soutiens totalement la démarche de ceux qui ont marché. Et je crois que nous n'avons pas des États à défendre. Nous n'avons que le Congo, notre pays. Parce que quand vous allez en Europe, on va vous demander des papiers. Pourquoi vous êtes ici? Mais tandis que quand nous promenons la nuit, si la police assure la sécurité, personne ne viendra vous demander de donner tel document, tel document. Nous nous promenons jusqu'à 1h, 2h, 3h chez nous. Et je crois qu'un phénomène social doit être combattu. Et dans tout État à travers le monde, vous avez vu l'attaque à l'ange aux États-Unis, où il n'y a qu'une ange qui a attaqué 2 policiers qui ne sont même pas morts, mais la riposte a été disproportionnée. Et je crois que l'utilisation de l'arme à feu, j'aurais souhaité que cette ONG américaine condamne aussi le comportement de ces éléments-là, de la police américaine, qui ont tiré sur un monsieur qui n'avait qu'une hache. Alors, et deuxième chose, à France, lorsque vous regardez les attaques dans les banlieues parisiens et qu'on sort, la réplique est normale, mais il faudra aussi qu'on puisse voir la vision du gouvernement, la démarche de la police. Est-ce que ça répond aux préoccupations de la société? Mais si ça répond aux préoccupations de la société, comment peut-on arriver à condamner? Mais je peux peut-être vous révéler quelque chose. Monsieur, oui, on va y aller par rapport au temps. Précisément ou concrètement, que reprochez-vous à Women Rights Watch? Oui, nous reprochons à cette ONG des droits de l'homme plusieurs choses, notamment ce que nous pouvons qualifier de mensonges d'État, un rapport qui a été corroboré ici à Kinshasa par des opposants. Et la rencontre qui avait lieu au Grand Hôtel Kinshasa le 5 novembre 2013 entre une partie de l'opposition qui était regroupée dans ce qu'on appelait Sauvons le Congo et les ambassadeurs membres du Conseil de sécurité, 5 membres du Conseil de sécurité au Grand Hôtel Kinshasa, sur ce rapport-là qui leur avait été donné avec des photos. Et tout ce que vous avez vu, il y a même une photo qui existe sur Internet où on mettait quelqu'un dans un sac. Cette photo existe parmi la litanie de photos qu'ils ont amenées aux diplomates. Et c'est ce rapport-là qui leur a servi de base pour formuler tout ce qu'ils ont formulé comme hypothèse. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec le Congo. Il y a une démarche probablement qui est cachée et une autre situation cachée derrière cette opération de police, puisque je ne sais pas, je ne peux pas comprendre qu'un État qui combat certains actes de terrorisme. Et vous avez entendu, par exemple, sans même parler du Congo. En Irak, ceux qui se battent contre le pouvoir irakien n'ont que des Kalachnikov, donc n'ont que des armes en main. Mais quand les Américains, les Français, les Britanniques arrivent, ils ont des armes de bombardement. Monsieur Benoît, c'est bien beau de faire ces comparaisons avec d'autres pays, mais vous n'avez pas peur des conséquences. Aujourd'hui, là, la Grande-Bretagne vient de suspendre son aide à la réforme de la police. Mais cela n'empêcherait pas le Congo à exister comme État. J'aurais souhaité que la Grande-Bretagne, qui a au même moment aidé le Rwanda, l'Ouganda à faire la guerre contre le Congo avec les sociétés pétrolières qui sont anglaises, que la Grande-Bretagne aussi le fasse dans ce pays-là. Je crois que cela ne nous fera pas peur. Nous sommes un État, nous devons nous assumer, nous devons payer les taxes pour permettre à la police de bien fonctionner. Et deuxième chose, si la Grande-Bretagne se contente des rapports qui lui sont donnés par les opposants qui sont des agents de sécurité de la Grande-Bretagne ici à Kinshasa, je crois que c'est vraiment triste pour le pays. Et ce qu'il est en train de faire consommer à l'opinion publique ne sont que des mensonges. Dans chaque État, il y a de l'obligation du pouvoir public d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et si on le fait et que la population accepte, il faut appuyer l'État congolais, il faut le soutenir pour qu'il aille de l'avant, puisque nous avons besoin de la sécurité et à travers le monde, c'est une obligation d'État. Merci beaucoup, Monsieur Benoît Yulama, pour votre intervention dans 2 heures de news. Et nous allons donc penser à vous prochainement dans les différentes tranches d'informations. C'est moi qui vous remercie, M. Jacques. Mesdames, Messieurs, 2 heures de news, ça se poursuit. Nous allons donc souffler en parlant sport. Et Olivier Pengon, on va nous rejoindre sur ce plateau, mais suivez d'abord ceci.